On dit souvent en tout cas qu'un recruteur lit un CV en diagonale et je pense que c'est assez vrai parce qu'on va regarder d'abord le haut du CV, donc s'il y a une introduction et on va tout de suite passer en fait vraiment ce qui va nous intéresser, ce sont les intitulés de poste. Bienvenue dans After Work, le podcast où on va parler boulot mais sans pression. Aujourd'hui on va décortiquer un sujet ultra important, c'est le CV. Qu'est-ce que le CV parfait? Et pour ça, j'ai invité Bleuhen qui est recruteuse chez Hello Work. Bienvenue. Merci. Toi, du coup, ça fait combien de temps que tu es recruteuse? Tu étudies du coup les CV des gens? Alors, moi, ça fait un peu plus de 6 ans que je suis recruteuse globalement et plus de 3 ans et demi que je suis au sein d'Hello Work. En général, pour toi, qu'est-ce que c'est un bon CV? C'est une vaste question. Un bon CV, je pense qu'avant tout, ça se passe dans le fond et la forme. Il faut savoir qu'un CV, un recruteur, il a 5 secondes pour le lire et le comprendre. Donc il faut que ce soit hyper impactant tout de suite. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment dans le fond et la forme que ça va attirer l'œil du recruteur. Tu viens de dire un peu tout ce dont on va parler en fait ce matin. Et du coup, tu disais en moyenne 5 secondes, toi tu mets ou c'est un peu le... c'est un peu plus quand même? Ouais. La lecture CV, c'est vraiment on retrouve un peu de tout et sur Internet, sur la moyenne d'une lecture, mais ça peut être ultra rapide. Des fois, en un clin d'œil, le premier intitulé de poste ou le deuxième, on regarde en fait les intitulés de poste en premier. Et si c'est vraiment pas adapté, on écarte. Ça dure, je pense, 1 seconde ou 2. C'est le temps de cibler, de lire. Parce que justement, j'allais te demander comment est-ce que tu lis un CV? Parce que forcément, nous, quand on le fait, on se dit « Ah, ça c'est bien, c'est sympa, c'est joli ». Mais toi, comment tu lis et comment du coup tu estimerais que c'est la meilleure façon de le présenter pour le coup? On dit toujours on dit souvent en tout cas qu'un recruteur lit un CV en diagonale et je pense que c'est assez vrai. Parce qu'on va regarder d'abord le haut du CV, donc s'il y a une introduction, et on va tout de suite passer en fait vraiment ce qui va nous intéresser, ce sont les intitulés de poste. D'accord. Donc c'est hyper, voilà, c'est ça. C'est hyper important de les adapter. Si on est graphiste dans telle entreprise, faut le mettre avec les détails des missions, la seconde expérience, voilà. Donc c'est vraiment, je pense, les intitulés de poste qui sont hyper importants. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qu'il faut personnaliser. Et on est d'accord, les intitulés de poste du plus récent au plus ancien? Oui, tout à fait. Pas toujours du plus récent au plus ancien. Ça, ouais. Et par contre, en entretien, c'est l'inverse. On prend toujours du plus ancien et on remonte. Ok. Voilà. Est-ce que toi, tu as vu une évolution tant par la forme, mais peut-être aussi par le fond, une évolution des CV depuis 5-6 ans, depuis que tu fais ce métier? Oui, je pense notamment à toutes les fonctions un peu dans le marketing, communication, sur la partie développement informatique, où on va souvent retrouver des CV un peu plus design, avec de la personnalisation, avec des liens pour aller voir des portfolios ou des GitHub par exemple. Donc effectivement, on peut même avoir de temps en temps des CV vidéo sur certaines fonctions. Donc c'est assez sympa finalement, ça change du CV papier entre guillemets que l'on reçoit sur notre logiciel. Donc ça se démarque et on en voit de plus en plus avec la nouvelle génération. Ouais, c'est vrai que moi j'avais dû faire un CV vidéo pour arriver chez Hello Work, donc je connais bien. Est-ce que tu as aussi vu ou est-ce que tu as vu un impact, on en parle de plus en plus, mais de l'IA? Pas vraiment, pas dans la réception des CV candidats. Alors je sais qu'il existe différentes plateformes pour aider à organiser ton CV, etc. Mais côté recruteur, ça se voit pas tant que ça. Après, on peut avoir de l'IA plus côté recruteur pour la sélection des CV. Donc après, c'est soit lié à l'ATS ou non, mais là, c'est vraiment côté recruteur. Côté candidat, sur la partie CV, non, je ne l'ai pas vraiment remarqué, pas encore. Mais il me semble que de toute façon, Hello Work a un outil, en plus je crois, pour faire des CV. Oui. Il me semble, donc si jamais ça peut intéresser, il ne faut pas hésiter à aller voir ça. Et est-ce que tu as déjà entendu ou vu une anecdote justement par rapport à ça? Oui, j'ai déjà reçu un CV, il y a un nom spécifique pour, je ne l'ai plus en tête, forcément. C'est le spécialiste de la fabrication de la bière, c'est de la
je ne sais plus, mais oui, effectivement, il y a quelques loisirs ou passions assez anecdotiques. Ok, ah c'est marrant. Parce que moi, on m'avait raconté, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas trop, mais on m'avait raconté qu'il y avait une personne en fait, qui avait postulé pour un poste quelconque, enfin, je ne me rappelle plus le poste, mais elle avait notamment mis qu'elle faisait du char à voile. Donc vraiment un sport qui n'est pas très très connu, pas très répandu. Et quand elle a eu l'entretien donc là avec le patron de la boîte, le patron faisait du char à voile. Et en fait ils ont passé la moitié du temps qui était prévu à parler char à voile et elle a eu le poste. Alors peut-être pas que pour ça, mais en tout cas elle a dit ça. Je pense que ça a beaucoup joué parce que elle venait de commencer, donc elle n'avait pas non plus beaucoup d'expérience. Et du coup, je trouvais ça vachement sympa et vachement intéressant de se dire que des fois, mettre le centre d'intérêt qui correspond aussi peut-être potentiellement au poste dans lequel on veut aller, ça peut être quand même vachement intéressant. Oui, ça peut jouer, je pense, de manière positive pour tisser des relations avec le manager ou par exemple là, dans ton cas, le directeur. Donc oui, effectivement, je pense que mettre les centres d'intérêt, c'est aussi une amorce pour tisser des liens dans la future entreprise. Donc c'est hyper important et d'ailleurs, ça me fait penser en anecdote, j'avais reçu en entretien une championne de France de l'équipe féminine de hockey subaquatique. Ok. Voilà, donc il faut le savoir, sur Rennes, il y a une équipe féminine. Okay. Et c'était un sport que je ne connaissais pas du tout et très intéressant. Donc forcément, on est obligé de l'aborder parce que du hockey subaquatique en apnée, comment ça se passe, équipe de France féminine à Rennes, enfin voilà. Il y a quand même beaucoup d'éléments là à prendre en compte. C'est ça, donc on est obligé de l'aborder pour creuser, savoir qui est le candidat, qui est cette personne, enfin voilà, c'est super intéressant. Et puis même pour la culture personnelle, je trouve que sortir un peu du cadre très professionnel de l'entretien, ça nous permet de connaître des choses, de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Donc c'est super intéressant, ça peut mener à des discussions hyper intéressantes. Ouais, j'imagine, en vrai ça va être super intéressant de voir, de rencontrer du monde comme ça qui, on voit une petite partie de leur vie, donc ça peut être assez chouette. On apprend plein de choses, j'adore. J'imagine. Est-ce que tu as toi déjà reçu des CV qui étaient complètement hors sujet? Oui, j'ai envie de dire... peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, oui, toutes les semaines au moins. Ah oui, oui. Tant que ça? Toutes les semaines, oui. Ouais. Et c'est quoi? C'est des profils de personnes qui n'ont pas bien compris, qui ont envoyé un peu, comme je dis, à la mitraillette, plein de CV et puis c'est tombé chez toi presque par hasard. À ton avis, c'est pourquoi? Je pense qu'il y a effectivement ce que tu dis, c'est qu'on est face à des candidats qui candidatent en masse, donc qui font du volume, qui sélectionnent par offres multiples en fait, et puis qui envoient un peu leur CV comme ça à la va-vite, sans lire l'offre d'emploi sur laquelle ils se positionnent. Donc ça nous arrive toutes les semaines malheureusement d'avoir, le plus courant ça va être des stages, alternance sur des CDI, bon après ils tentent et c'est une bonne chose, on ne sait jamais. Ou alors on va recevoir par exemple un boulanger sur un poste de commercial par exemple. Alors on peut croire à une reconversion, mais en fait quand on lit dans le CV, non. Voilà. Donc ça arrive toutes les semaines d'avoir des mauvaises candidatures, pas appropriées en fait au poste, malheureusement. Et est-ce que toi, justement, ce genre de CV-là, est-ce que pour toi, c'est, comme tu disais, c'est lu très rapidement, toi, c'est tout de suite poubelle ou on le met un peu de côté au cas où, ou comment ça se passe pour justement ce genre de CV? Je pense aux gens qui pourraient, dans l'autre sens, se dire ça a l'air de correspondre, je vais l'envoyer pour voir, est-ce que j'ai une chance? Pour toi, c'est comment il faut le voir? Comment tu estimes que ça peut fonctionner? Encore une fois, c'est vraiment au cas par cas parce qu'on peut se positionner sur la mauvaise offre, mais finalement être intéressé par le profil et se dire la personne, je te prends un exemple, parce que moi je suis spécialisée sur les recrutements des commerciaux, donc je peux avoir une offre plutôt dédiée à quelqu'un de senior en termes d'expérience et avoir des jeunes sortis d'études qui candidatent sur le poste en CDI.
Je ne vais pas tout de suite les écarter parce que je sais, par exemple, que sur peut-être une autre branche de notre structure, on va rechercher des jeunes profils. Donc en fait, je les garde, parfois je les appelle et puis je leur explique que ce n'est pas la bonne offre sur laquelle ils se sont positionnés, mais ça va être plutôt cette offre dédiée pour telle et telle raison. Ah, c'est bien. Donc on fait régulièrement du repositionnement de candidats, ça aussi c'est quasiment toutes les semaines. Par contre, si on a, comme je te disais, un boulanger sur un poste de commercial, qu'il soit senior ou junior, voilà, là, peu importe, ça ne matche pas en termes de compétences de poste, donc là on écarte tout de suite, puis en termes de lecture c'est très rapide. Comment on peut faire pour éviter ça s'il y a des gens où peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement, ils vont se dire est-ce que c'est ça, je ne sais pas trop, comment on fait? Est-ce qu'il faut appeler? Est-ce qu'il faut envoyer un mail? Je ne sais pas, peut-être contacter sur LinkedIn quelqu'un qui pourrait plus ou moins nous aiguiller? Comment... Alors, je pense qu'avant d'appeler un recruteur qui a peu de temps, malheureusement, dans sa fonction pour faire du coaching, on a des tas d'articles sur Internet qui peuvent nous aider en fait dans notre mise en forme de CV. Je pense aussi qu'on peut se renseigner, par exemple il y a Hello Workplace, il y a LinkedIn où on va retrouver des CV de candidats. Il y a Hello CV qui peut aider dans la mise en forme, par exemple. Donc, il y a plein d'outils finalement et d'informations qui sont à notre portée. On peut demander aussi à ChatGPT, on parlait d'IA, donc on peut lui demander qu'est-ce qu'un bon CV, je suis sur tel milieu d'activité, sur telle fonction, comment je peux la mettre en avant. Et je pense que c'est un bon coach aussi, en tout cas pour avoir les bases. Donc, voilà, mais... une chose certaine, c'est qu'une fois que le CV est fait, toujours le transmettre à son entourage pour avoir des avis extérieurs. Une seconde lecture, notamment pour les fautes d'orthographe. Hyper important. C'est bien de le savoir, il faut faire attention du coup aux fautes d'orthographe. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs, d'autres choses où, pareil, c'est comme tu dis, c'est un no-go, faut surtout pas, un gros red flag, malheureusement il passera peut-être même pas la partie appel téléphonique? J'ai plein d'exemples. On voit encore, et régulièrement, des CV pris en photo. Alors tu me diras, ça ne me choque pas, mais des photos qui sont imprimées, en fait, rectifiées au stylo. Par exemple, faute d'orthographe, je rajoute un S, ou là je barre, je remets un intitulé de poste. Ça c'est red flag. Ça coûte pas grand-chose de le refaire. En fait, on est à l'ère du digital, donc je pense qu'il faut faire avec nos outils d'aujourd'hui et savoir s'adapter, c'est hyper important. Donc ça, prendre en photo, à éviter. Je vois. Un autre exemple, le CV sans coordonnées, sans numéro de téléphone, ça arrive. Ah oui, encore maintenant? Oui, ça arrive. Et malheureusement, alors donc ça peut être rédhibitoire. Ou alors, vraiment, quand la personne nous intéresse, on prend le temps de lui envoyer un mail ou de la contacter via, par exemple, LinkedIn ou les réseaux sociaux pour lui dire j'ai bien reçu votre CV, mais par contre, j'ai pas vos coordonnées, donc je peux pas vous joindre. Donc il faut faire attention, ça pareil, les coordonnées. Et ça, tous les recruteurs ne prendront pas le temps d'aller nous chercher en dehors du CV, parce qu'il y a de la concurrence et du coup, ça défile. Donc ça, attention. On peut avoir, je pense, le CV un peu fantôme, où il n'y a que des intitulés de poste, sans description de mission, sans données quantitatives. Donc, on a juste une liste et puis on se débrouille, une liste de fonctions ou de postes qu'on a eu en intérim, vraiment une liste, comme si c'était une liste de courses. Ça à éviter quand même. Pas top. On va rester un petit peu sur la forme. Il y a toujours le débat photo, pas photo. On sait qu'il y en a qui ne veulent pas forcément mettre leurs photos parce que malheureusement, il y a, alors pas partout, mais il y a des entreprises qui vont faire aussi à la tête du client, malheureusement, et on rappelle que c'est illégal. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais quand même pousser les gens à dire mettez quand même votre photo parce que c'est un petit plus, c'est quand même bien et ça humanise peut-être aussi un petit peu le CV, ou alors dire non, c'est pas grave, pas de photo, on s'en fout en fait. Je dirais les deux, c'est un avis propre à chacun. Mais pour répondre à ta question, si on met une photo sur son CV, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de mettre
une photo professionnelle. Ça nous arrive encore. D'ailleurs hier par exemple, d'avoir le CV de quelqu'un avec une photo prise sur l'arrivée d'une course à pied. Alors c'est chouette, mais c'était pas vraiment adapté à son CV, à son type de poste. Ou alors ça nous arrive d'avoir des photos, clairement, où on est en soirée avec les amis, comme ça, on voit les cheveux ou l'épaule, donc ça c'est à éviter. Ou alors carrément sur la plage, on voit les cocotiers. Voilà. Ça fait rêver, mais c'est pas. Ça fait rêver, mais c'est pas approprié. Ou alors des filtres encore qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, Snap et tout ça. Donc ça, franchement, c'est à éviter. Le mieux, si on fait une photo, c'est sourire. C'est pas la photo d'identité. Ce que j'allais dire, on met pas non plus la photo d'identité collée directement. Non, mais pas la photo de passeport où on sourit pas. On fait une photo neutre, tenue professionnelle, un petit sourire, ça humanise le CV. Et voilà. Mais après, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'aime bien avoir les photos. Parce que je trouve ça, ça humanise et puis ça crée un peu de lien aussi avec ton CV. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Justement, donc on parlait tout à l'heure de l'expérience, on parlait des photos. Est-ce qu'il y a des points, il faut absolument les mettre, et il y a des choses où on s'en fout, il ne faut surtout pas les mettre? Je pense que c'est hyper important, déjà la section coordonnées, le lieu de résidence, ou alors si on est mobile, bien indiquer sa mobilité. Est-ce que c'est toute France? Est-ce que c'est à l'étranger? Ça c'est hyper important. Sur des fonctions, on va avoir besoin de permis spécifiques. Donc, c'est bien de noter tous les permis que l'on a dans le poids lourd, pour le transport, etc. Donc ça va être super important. Les centres d'intérêt, ça permet d'aborder un autre sujet en entretien. Donc, c'est bien. Ne pas mettre... non, je pense il faut sélectionner le plus important et ce qu'on veut mettre en avant en tant que candidat. Et il faut être à l'aise avec ce qu'on met sur le papier, sur le CV, parce que le recruteur ou le manager va aller sur ce terrain-là. Donc il faut être à l'aise avec ce qu'on note. C'est le plus important en fait sur un CV. Et on parle souvent du coup de ce qu'on sait faire, de peut-être la maîtrise de certains logiciels. Je suppose qu'il n'y a pas besoin de tout mettre, dire qu'on connaît Excel, bon peut-être sauf si on est comptable, ça peut être intéressant, mais peut-être plus cibler des logiciels spécifiques à son métier, je suppose. Exactement, encore une fois, prioriser, sélectionner ce qu'on veut mettre en avant par rapport à son domaine d'expertise. Excel, si on l'a vu uniquement au lycée, on ne va pas le mettre. Il faut vraiment, encore une fois, tout adapter sur un CV à sa fonction, à l'air du temps. Donc c'est vraiment ça les choses importantes. Du coup, hard skill, ok. Et soft skill, est-ce que c'est intéressant de les mettre aussi? Mettre un peu les compétences, un peu nos points forts au final, hors hobby, hors expérience quantifiable, mais je sais pas, on est patient, on est travail d'équipe, des choses comme ça, c'est intéressant, ou c'est un petit peu du revu et au final il n'y a pas besoin de le mettre? Eh bien, je dirais qu'il y a un peu deux positions. Il y a des personnes qui te diront que c'est un peu bullshit parce que tu peux mettre tout et n'importe quoi et ça reste généralement très classique. Je suis rigoureux, je suis patient, je suis ponctuel. Bon, ça c'est pas vraiment, tu vois, la ponctualité c'est pas vraiment un soft. Donc, ça serait bien que tout le monde l'ait quoi. Voilà, exactement. Donc on peut les mettre, mais le recruteur pour moi en entretien, il est là pour aller chercher vos traits de personnalité, tes traits de personnalité. Il est là justement pour creuser qui tu es en tant que personne. Donc tu peux les mettre, mais je dirais que si tu n'as pas la place, vaut mieux privilégier tes compétences techniques sur ton CV. Justement, si on n'a pas la place, qu'est-ce qui pourrait être enlevé sur un CV où justement il y a peut-être des choses qu'il ne faut surtout pas mettre? Je pense par exemple sa situation familiale. Je suppose que ça, on n'a pas besoin de le mettre. De toute façon, on n'a pas le droit de le demander d'ailleurs, il me semble. Oui, non. Donc ça, c'est des choses aussi enlevées. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui ne sont pas à laisser sur un CV parce que ça n'a pas sa place?
Bah, comme tu dis, sa situation familiale avant, ça se faisait beaucoup. Oui. Maintenant, plus du tout. Et c'est pas vraiment important qu'on soit marié, divorcé ou autre. On s'en fiche. Et puis le candidat est libre de l'aborder ou non en entretien si ça peut avoir un impact sur son organisation de travail. Mais ça, voilà, c'est pas ce qui est le plus important sur un CV. Et puis la partie loisir, si vraiment on n'a pas la place, on peut l'enlever. Okay. C'est pas grave. S'il y a le feeling en entretien, généralement, on demande qu'est-ce que la personne fait à l'extérieur du bureau. Donc ouais, la situation familiale, on peut l'enlever. On peut enlever la partie loisirs et puis les softs, voilà, aussi. On peut, je dirais, c'est les 3 blocs que l'on peut bypasser sur un CV, vraiment si on a beaucoup d'expérience et qu'il faut faire le tri sur le CV. Ok. Voilà. Et bah justement, à l'inverse, je pense plutôt pour les plus jeunes, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, le format A4, il est vite pas très rempli. Comment on peut faire pour justement faire en sorte qu'on ait l'impression que notre CV, il y a quand même des petites choses dessus? C'est vrai que pour un jeune sorti d'études, une feuille A4, c'est grand. On ne sait pas vraiment quoi mettre. Et nous, ce qu'on conseille quand on va faire du coaching dans les écoles, c'est vraiment de jouer sur les projets académiques. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'était en équipe? Est-ce que c'était en solo? Si c'est des projets de développement informatique, voilà un petit peu toute la méthodologie, l'organisation. Donc voilà, on va vraiment venir jouer sur l'aspect projet. Job étudiant, je pense que c'est hyper important de montrer que dès qu'on a un moment sur les vacances scolaires, on travaille ou en tout cas voilà, on fait des petits jobs. Ça montre aussi qu'on est travailleur, que même si ça n'a rien à voir avec le boulot qu'on vise. Même si ça n'a rien à voir, c'est toujours des sujets qu'on va venir aborder. Pourquoi tu as travaillé dans telle structure? Qu'est-ce que tu en as pensé? Donc ça permet quand même de détecter certaines choses au travers de ces jobs étudiants. Et si on est dans des projets associatifs aussi, je pense que c'est hyper important. Quel rôle on joue à l'intérieur de la structure. Et encore une fois, ça permet d'avoir d'autres traits de personnalité du candidat. Surtout quand on est jeune, au-delà des compétences, on sait qu'on va vous les apporter. On sait que vous sortez d'école, donc on est là pour les former au métier et à avoir cette expertise-là. Donc on va plus aller chercher des traits de personnalité pour compléter l'équipe. Donc voilà, c'est ça qui est le reflet finalement d'un jeune étudiant. Et on va parler du dernier petit point, les mensonges sur le CV. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est OK d'avoir des petits arrangements sur la vérité? Je suis partagée sur cette question-là. Étant une mauvaise menteuse, je te dirais instinctivement, non, faut pas. L'idéal, c'est de dire la vérité, de ne pas mentir. Après, il y a toujours des petits mensonges acceptables. On se rajoute quelques missions supplémentaires. Peut-être 1 mois ou 2 pour arriver à avoir un an et demi, 2 ans. Voilà, on rallonge un peu sa date. Bon, ça va. Oui. Mais par contre, on a eu l'exemple dans l'équipe, il n'y a pas si longtemps que ça, un super CV, tout matchait. On va en entretien et puis on se rend compte qu'en fait, cette personne-là a travaillé dans la même entreprise qu'un collègue. Et donc, on discute, etc. Et puis, il nous dit, mais pas du tout, cette personne-là, je pense que ce n'est pas la bonne personne que vous avez reçue en entretien. Donc là, on mène la petite enquête, on demande une prise de référence, etc. Et on se rend compte qu'en fait, la personne a volé l'identité, mais tout le parcours de quelqu'un d'autre sur LinkedIn, voilà. Et c'était à inventer toute sa carrière professionnelle. Et il pouvait quand même répondre aux questions Il avait du mal. OK. Et c'est ça qui nous a fait un peu tilter en entretien. On s'est dit, c'est bizarre quand même. Il n'arrive pas à répondre, c'est flou, c'est hésitant. Donc on va creuser un petit peu plus. Voilà. Justement, j'allais te demander, ça vous arrive de
mener l'enquête un petit peu plus quand peut-être quand on a déjà passé au moins la première sélection, ça vous arrive de vérifier qu'on a bien été dans telle entreprise, de regarder, je sais pas, peut-être aller voir sur LinkedIn par exemple. Bon, moi je suis pas un bon exemple parce que je mets pas grand-chose, mais peut-être que d'autres en mettent beaucoup plus. Mais est-ce que ça vous arrive de le faire? Oui, ça nous arrive de le faire de temps en temps. Encore une fois, là, ça demande du temps. On le fait pas toujours, mais c'est vraiment quand on a un point de doute, on peut comparer le LinkedIn de la personne avec le CV reçu. Généralement, c'est là où on voit, tiens, il n'a pas fait 2 ans, mais plutôt 1 an tout juste dans l'entreprise. Ou alors, par les prises de référence, c'est là où on va s'apercevoir est-ce que ce qui nous a été raconté en entretien, c'est la vérité ou non. Voilà. Ok. Ouais, donc il y a quand même un petit peu... Il y a un risque. Si on ment sur le CV, il y a un risque quand même d'être grillé par la suite. Bah, du coup, j'allais te demander, c'est quoi le plus gros mytho sur un CV que tu as vu? Mais bah, là, le fait d'avoir repris l'identité de quelqu'un, je pense qu'on est pas mal. Ouais, je pense que c'est le vol d'identité. Mais ça, c'était arrivé à une collègue à moi. Moi, l'histoire la plus grosse que j'ai eue en entretien, c'est quelqu'un qui n'assumait pas de ne plus travailler depuis l'année dernière, en fait, donc d'avoir 1 an de creux dans son CV. C'est pas mal de faire une pause professionnelle pour X raisons. Qui ont une année sabbatique peut-être? Voilà, une année sabbatique ou pause pour congé paternité, maternité, peu importe. C'est propre à chacun et il faut l'assumer et puis ça se discute. Enfin, voilà, il n'y a pas de jugement à avoir, en tout cas, si la personne fait une pause dans son parcours. Pour moi, tout s'explique. Tous nos choix, ils s'expliquent. Après, on est face à des personnes qui sont plus ou moins ouvertes, mais en tout cas, voilà, pour moi, le mensonge, c'est mal ou cacher quelque chose. On évite les mythos. Bah, du coup, en fait, on a tout dit. Est-ce qu'il y a des trucs vraiment éliminatoires, plus c'est gros, plus il faut éviter. Pareil, je suppose dire ah oui, j'ai fait mes études à Harvard, alors que bon, on est resté dans le BTS du coin. C'est peut-être à éviter aussi quand même. C'est à éviter. Oui. Et pareil avec les langues, je suppose ou pas? Est-ce qu'on est encore à tester un petit peu les langues si on dit moi je connais anglais, espagnol et russe. Est-ce que c'est... Alors qu'en fait, au final, je connais 2 mots d'espagnol et 1 mot en russe, c'est à éviter aussi, je suppose? Oui, c'est à éviter parce que les candidats seront forcément testés à un moment donné dans le processus de recrutement. Soit en interne, parce que le recruteur parle russe par chance, soit par une entreprise externe qui peut délivrer une certification de niveau. Donc ça se fait aussi dans le processus de recrutement. Ah ouais, avoir testé les niveaux. Donc pour conclure ce petit podcast, je te propose un petit jeu. Le plus rapidement possible, tu dois me dire si c'est vrai ou si c'est faux face à ces affirmations. Et si tu veux, tu peux me dire pourquoi, mais ça va être très rapide. Prête? Prête. Allez, top. Un CV doit toujours tenir sur une page. Faux. Les recruteurs aiment les CV où l'email du candidat, c'est bigbossdu75@hotmail.com. Faux. Les recruteurs passent en moyenne 5 secondes sur un CV. Plus ou moins vrai. Mettre un taux de victoire à Mario Kart en expérience, c'est plutôt pas mal pour montrer sa compétitivité. Non, pas vraiment. Mettre une photo de vacances, c'est quand même assez risqué. Oui. Écrire son CV en alexandrin, ça peut garantir un entretien. Pas vraiment. Et mentir un peu, ça passe si c'est plutôt bien fait. C'est risqué, je le conseille pas. Et enfin, les centres d'intérêt, c'est pas si mal s'ils sont bien ciblés. Oui, enfin bien ciblés. Les centres d'intérêt, c'est bien. Voilà. Ok. Et c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils, pour tout ce que tu as pu nous raconter. C'était comment? C'était chouette, c'est un bon exercice. Merci pour l'invitation. De rien. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et peut-être qu'on pourra y répondre. Oui, on pourra faire un épisode spécial pour répondre à toutes les questions qui seront posées dans ce podcast After Work. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou même à vous abonner. Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'After Work. À bientôt. À bientôt. Each new blessing I receive.